je vais demander à ces personnalités de venir me rejoindre. Stéphane Martin Mayer, Phytoflow, il est de Lugano, il a déménagé en Espagne où il a fondé la Phytoplant Research. En 2012, l'entreprise a été une des premières entreprises à recevoir une homologation pour le cannabis médicinal en Espagne. De l'UE, pendant ses études, il a reçu plusieurs fonds, plusieurs bourses pour faire ses projets de recherche. Depuis 2019, il dirige un projet de recherche pour la culture de cannabis médicinal en Colombie. En 2020, l'entreprise Phytoflow s'est spécialisée sur l'application de cannabis médicinal. Ensuite, nous avons Sébastien Béguéry, fondateur de Cannabis. Sébastien est un des leaders de l'industrie cannabis. Il a plus de 10 ans d'expérience aussi en matière de réglementation et l'éducation. Aux Pays-Bas, il a fait son diplôme en phytosciences et depuis, il a fondé la première association pour les patientes et les patients pour le phytocannabis. Entre autres, en 2014, il a créé une cigarette et CBD. Ensuite, Clifford Giesenau, Josie Fields. Clifford a un diplôme MBA et beaucoup d'expérience en tant que fondateur, CEO et actionnaire en différentes entreprises de cannabis en Afrique du Sud. D'autre part, il est membre fondateur de la Cannabis Trade Association of Africa, CT. Heureusement, ce ne sont que 4. On va poursuivre avec Viola Brugnatelli, 2018, cofondatrice de Cannabis Science. Elle est neuroscientifique avec le domaine spécialisé d'endocannabinologie et pharmacologie. Elle fait des recherches en matière de cannabis par rapport à l'utilisation médicale de cannabis auprès de l'université de Tauda en Italie. La mission de Viola, c'est de mettre à disposition ces constats scientifiques et de les diffuser. Je suis le moins intelligent dans cette ronde et j'ai quitté cette scène. Viola, the stage is yours. Je suppose qu'il vous a déjà expliqué que je vais vous présenter certaines situations autour du monde. Ma mission pour aujourd'hui, ce sera d'essayer de vous donner un résumé pour les 10 minutes qui viennent. Ça va être vraiment très, très rapide sur ces sujets, les schémotypes disponibles, comment cela fonctionne avec les composantes en Italie et quelle est la situation actuellement. Et est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'on pourrait dire cela aussi, cette situation? En 2017, il y a eu l'autorisation du cannabis pour l'application dans la médecine. Pardon, en 2007, mais en 2017, le boom a vraiment commencé et c'était très prometteur. Depuis 2013, le cannabis médicinal est autorisé en Italie. Alors, à quoi est-ce que cela correspond? C'est du cannabis qui est produit selon les GMP, selon la reproduction agamique et donc sous rayon gamma en Italie. Ça a été autorisé par le ministère néerlandais, ministère de la Santé. C'était le seul qu'il y avait à l'époque. Bedrocan. En 2015, ensuite, c'est un moment important dans la réglementation. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la première licence pour la production de cannabis médicinal en Italie. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'était la première licence qui a été donnée à l'armée. Et c'est le début de l'histoire un peu triste. La réglementation qui est venue a néanmoins permis différentes possibilités. Particulièrement depuis 2015, l'armée a réussi à mettre à disposition les premiers lots de cannabis médicinal. Le premier, c'était donc en 2017. Et par la suite, il y a eu comme une lacune
entre les attentes, ce merveilleux monde. Tout le monde pensait que ça allait être tout beau. Et comme nous le savons, c'est une médecine. On va le mettre à disposition de façon aussi correcte que possible par les pharmacies. Donc, c'était prévu comme scénario. Mais la réalité en Italie est la suivante. Ça ne fonctionne pas du tout. Et on peut dire en résumé que le plus grave, c'est que les patients n'ont pas reçu le produit médicinal qu'ils auraient dû recevoir. Donc, c'est vraiment assez tragique. Cela aurait été permis de l'avoir et on a aussi le droit de se traiter soi-même, mais les patients ne le reçoivent pas. Pourquoi est-ce qu'on a tiré à ce moment? Bon, là, je dois vraiment vous raconter certaines choses, mais je pourrais encore rentrer plus dans le détail, mais ça irait trop loin. En 2017, donc ça date d'il y a vraiment longtemps, c'était une année folle, il n'y avait tout simplement pas suffisamment de cannabis médicinal et ce manque a fait que nous avons fait un premier appel d'offres pour les importations issues d'autres pays où on peut aussi produire du cannabis certifié EUGMPC. Et cet appel a été fait par le ministère de la Défense. Donc ce lien avec l'armée continue à exister en Italie. C'était vraiment une lutte entre les grands acteurs. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, donc il n'y a pas eu d'entreprise italienne qui a participé, mais les critères qui avaient été émis, ce sont les Italiens, ont exclu les Italiens. C'était Pedagnos qui a repris d'Aurora, donc cette connexion Allemagne-Canada. Donc eux, ils ont importé les premiers 100 kilos de cannabis médicinal. Et maintenant, je tenterai de vous donner encore quelques chiffres. 2020, donc 2019, c'était une année un peu meilleure. Donc je vais directement passer à l'année 2020, où il y a eu un deuxième tour d'appel d'offres. Et curieusement, c'est la même entreprise qui a gagné la mission. Donc le double a pu être importé, 200 kilos. C'était la situation de la pandémie. Et le ministère de la Santé, ils avaient tant de choses à faire qu'ils ont tout de suite encore publié une nouvelle réglementation au mois d'octobre 2020 qui a rendu les choses encore beaucoup plus difficiles pour les patients de parvenir à leurs médicaments. Du moins, ils ont pu distribuer le médicament à un stade précoce aux patients et maintenant, malheureusement, ce n'est plus possible. Donc maintenant, il y a de plus en plus d'entraves pour les patients pour arriver au cannabis médicinal. Et l'année dernière, nous avons eu des problèmes dans la production, dans de nombreuses entreprises. L'armée, au lieu d'avoir les 250 kilos, de produire les 250 kilos, ils n'ont pas pu, ils en ont fait que 200. Et je vous montrerai comment se présentent les chaînes de livraison en Italie, mais on a eu une situation du jour au lendemain que la livraison qu'on a eue au mois de février a été enlevée par les pharmacies du marché. Dans l'espace de 3 mois, tout était parti. Tous les produits qui avaient été prévus pour 2021 étaient partis après le premier trimestre. Et maintenant, les patients ont leurs ordonnances et ils ne savent pas où aller parce que les pharmacies sont vides. Ça, c'est vraiment tragique de devoir constater cela. Et d'autre part, on doit dire que normalement, nous avons ces appels d'offres l'été, au mois de juin, et au mois de mars de l'année d'après, il y a des livraisons, mais cet été, il n'y a même pas eu d'appel d'offres. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que cela va se poursuivre à l'avenir? Nul ne le sait. Théoriquement, ce sont les espèces que nous pouvons offrir à nos patients, principalement des espèces sativa. Et si le patient, par exemple, a des troubles du sommeil, il n'y a qu'un type, qu'une espèce qui est disponible.
Et si l'entreprise ne paie pas à disposition ce type-là, on ne peut pas l'offrir aux patients. Actuellement, il n'y a que deux espèces qu'on peut trouver, deux variétés, FM1 et FM2. C'est une possibilité que nous avons. Et voilà, ça c'est important. Le cannabis médicinal est une matière première pour nous et nous le percevons comme un ingrédient galénique. Le gouvernement en dispose et peut le mettre dans d'autres formules, l'huile ou un sérum. Et on peut le répartir sur différents lots pour que le patient puisse prendre la dose que le médecin, la posologie que le médecin lui a prescrit. 80% du cannabis médicinal autorisé provient de Bedrocan. L'importation a commencé en 2007, mais à l'époque, ce n'était qu'un test. Et en 2013, ça a commencé pour de vrai. Et c'était tout à fait au début. Et puis, par la suite, ils ont réussi à faire un négoce qu'à 6 partenaires de distribution, ils pourraient livrer le cannabis, qui pourrait ensuite livrer les pharmacies. Tout ce qui venait après, qu'on avait ces appels d'offres, où le ministère décide, etc., tout ce cannabis, ça va toujours à l'armée. Ça passe plus par les partenaires de distribution. Les partenaires de distribution ne peuvent distribuer que du Bedrocan et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons actuellement cette pénurie. Après, il y a bien sûr aussi la production italienne, la production indigène chez l'armée. Et là, les chiffres qu'on voit ici, je l'ai déjà dit, il y a eu 2 appels d'offres. 100 kilos, 200 kilos la deuxième, et la moyenne que l'armée devait mettre à disposition était entre 100 et 150 kilos par an. Mais de combien de kilos l'Italie a besoin en fait? Combien de patients pourraient profiter du cannabis? Il y a différentes estimations à ce sujet, mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner les chiffres qui viennent de l'INCB. Pour celles et ceux qui travaillent dans le monde des pharmacies, cela les intéressera de savoir. Il y a tant d'informations détaillées par rapport à cela, pourquoi ça se passe pas bien en Italie. Un des points, c'est qu'en 2015, nous avons obligé les pharmaciens à mettre le prix de vente à 9 € plus taxes, plus impôts. Et les fleurs, surtout lorsque les produits ne sont pas bien disponibles, doivent être achetés à 11 €. Et à ce moment-là, les pharmacies n'ont pas de grande incitation. Déjà, ils ont à voir un produit qui a à voir aussi avec l'addiction. Et deuxièmement, ils perdent de l'argent. Donc, personne ne veut être impliqué dans cela. Je l'ai déjà dit, l'importation est assujettie à cet appel d'offres. Et dans cet appel d'offres, il ne s'agit que d'une certaine quantité. On dit, par exemple, cette année 200 kilos. Mais ces chiffres sont tellement arbitraires et ne répondent pas vraiment aux besoins de l'INCB, de cette autorité internationale. Et ce n'est pas un groupe de hippies qui se dit on a besoin de quantités fulgurantes. Non, ils sont comme très fiables et ils disent que les chiffres maximum, les taux maximum attendus sont ceux que vous voyez dans ce tableau. On a besoin de tant de kilos de cannabis. On est toujours optimiste et les chiffres en comparaison avec la réalité, l'écart est tellement grand. Auprès de l'INCB, on dit les patients auraient besoin de tel nombre de kilos. Pour 2020, pour 2021, on n'a pas encore les chiffres réels.
mais on pourra les trouver à un moment donné sur le site web de l'Office de la santé. Pourquoi est-ce que ces chiffres n'existent pas encore? Eh bien, parce qu'ils sont encore pires que l'année d'avant. Tout le monde sait qu'en 2020, beaucoup d'entreprises ne pouvaient pas maintenir leur production et il y avait d'autres impasses. Et avant de me lancer maintenant de cette scène, je vous dis encore que vous vous intéressez au CBD. Je sais que vous vous intéressez au CBD en Italie. Qu'est-ce que cela signifie en Italie? 3 choses. Soit c'est une substance pharmaceutique, soit c'est un produit cosmétique, soit c'est prévu pour l'utilisation technologique. C'est ce qu'on appelle cannabis light en UE. Mais qu'est-ce que cela n'est pas? Ce n'est pas une adjonction alimentaire, ce n'est pas un produit alimentaire. Et je crois que l'été dernier, notre propre autorité de l'homologation a admis une huile contenant du CBD. Et je crois que ce qui va arriver maintenant, la FDA n'a pas donné l'admission récemment, l'autorisation. Et je crois que, en ce qui concerne les suppléments diététiques, l'autorisation n'a pas été accordée et on dit bon, pour l'utilisation médicinale, oui, mais pas pour l'utilisation alimentaire. Ça n'allait pas avec le concept, donc ça n'a pas été admis comme supplément diététique. Et je crois qu'une chose semblable va se passer en Italie, car Phytolex a déjà été admis pour l'utilisation médicale et c'est même couvert par les caisses maladies. Mais les fleurs ne sont pas couverts par les caisses maladies. Maintenant, quelle est la perspective? Assez triste pour être franc. Pour être franche. Ne venez pas en Italie, ça vaut pas la peine, c'est pas le bon endroit. Merci. Bonjour, de mon côté, maintenant je vais jeter un regard sur la France et nous ne sommes pas encore aussi avancés pour le cannabis médicinal. Pour être très clair, j'essaie de vous informer brièvement sur la situation par rapport au cannabis médicinal. C'est un marché très intéressant et très compliqué. Je vous donnerai d'abord quelques éléments historiques. Dans la littérature, nous trouvons François Rabelais, qui, dans son livre de Gargantua et Pantagruel, a parlé pour la première fois du chanvre. Ça, c'était en 1546. Ensuite, nous avons différents botanistes qui ont parlé de chanvre. Jean-Baptiste Pierre-Antoine Doméné de Lamarck en 1783. Ensuite, on a eu le club des Hachichins avec Dr Jacques-Joseph Moreau qui a mené à bien des expériences avec le hashish et le cannabis sous différentes formes. Et c'était le médecin qui s'est vraiment penché de façon systématique sur les drogues et leurs effets sur le système nerveux central. Ensuite est venu Édouard Seguin, qui a tenté en 1877 de guérir les migraines et les maux de tête. Il a publié quelques textes inofficiels, donc en 1870. Et puis, un siècle plus tard, ou disons qu'entre-temps, il y a encore eu... le cannabis a été enlevé du marché. Durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les pharmacies n'avaient pas le droit de vendre le cannabis et depuis, rien ne s'est passé, en gros. Il y a bien sûr eu en Europe les différentes évolutions avec des étapes de légalisation qui ont eu lieu. Et à côté de la Convention internationale qui a légalisé le tout, il n'y avait que quelques producteurs de chanvre qui étaient actifs en France. En 2012, par exemple,
J'ai fondé la première association pour le cannabis médicinal en France et nous nous concentrons plus sur l'information. Nous organisons des conférences avec des scientifiques, Franjo Grottenhermen, Raphaël Mechoulam, Ethan Rousseau, Manuel Guzman, Lumiranus. Et ça, c'était le commencement de ce qu'on peut appeler une compréhension pour le cannabis médicinal, car en France, le cannabis est toujours stigmatisé comme étant quelque chose de mauvais. En 2012 jusqu'en 2019, donc juste avant la pandémie, on peut dire qu'il était chaque année, ça se passait de la façon suivante. On organisait nos conférences et on souhaitait apporter davantage de science. En 2018, il y a eu une étape importante, donc ça a été reconnu comme médicament, mais les autorités françaises du système de santé l'ont quand même appelé un produit qui n'a obtenu l'homologation que parce que d'autres pays en Europe l'avaient également admis. Donc ils ne l'ont admis que sur le papier, pas dans la pratique. Et il faut une autorisation exceptionnelle qu'il est impossible d'obtenir. Donc c'est impossible pour les patients d'y parvenir. Et en 2018, nous avons eu d'autres conférences et on a parlé avec le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé s'est réveillé un tout petit peu. Ils ont dit, mais c'est quoi en fait le cannabis médicinal? Et pendant 2 ans, ils ont fait des recherches. Ils ont interrogé des scientifiques qui étaient actifs dans le domaine des cannabinoïdes. On a dit, bon, comment est-ce que ça se passe avec ces entreprises licenciées du Canada? Et après 2 ans, ils ont dit, bon, il est grand temps d'utiliser le cannabis médicinal de façon expérimentale. Ça, c'était la première station le 10 octobre 2018. Et les expériences, on a admis une étude en 2019, et puis est arrivée la situation du coronavirus et tout a été suspendu. La première étude clinique qu'ils ont pu mener à bien, c'était qu'avec un seul patient, donc juste une étude de cas et non pas une étude représentative clinique. Donc entre 2019 et aujourd'hui, le 31 mars 2021, ça c'était le jour où il y a la première déclaration officielle du ministère de la Santé. Le ministre est arrivé et a dit « Maintenant, nous allons vraiment ouvrir cette étude. Nous souhaitons atteindre 3000 patients sur un espace de 2 ans. Mais juste pour être utilisé sur 5 maladies. L'épilepsie et des traitements dans l'oncologie, ensuite des douleurs où plus d'autres traitements ne fonctionnent, des douleurs dans la sclérose en plaques. Et après, ils ont encore émis des critères comme quoi, si autrefois on avait des insuffisances cardiaques ou la pression de sang trop élevée ou des troubles mentaux, on sortait aussi de l'étude. Donc ça rendait la sélection des patients très très difficile. Et d'autre part, les médecins ne savaient pas trop comment gérer la situation. Ils avaient peur de toute la bureaucratie, de toute l'administration. Donc cela ne fonctionne pas très bien. Ça veut dire maintenant que nous n'avons aujourd'hui que 300 patients qui participent au projet. On a commencé au mois de mars, il y a 5 mois, avec les premiers patients. Et la première livraison du cannabis médicinal, ça c'est venu au mois d'avril 2021. Une tincture d'huile de cannabis de Tilray, mais ça a malheureusement échoué parce que ce lot avait un problème avec la pipette. Donc tout a été rappelé. Nous n'avons pas encore reçu de remplacement.
substitution. Et mi-août, normalement, était fournie la première livraison de fleurs de cannabis. Il y a 2 semaines, Maïtis et le vaporisateur de Schulze et Bixel pouvaient être homologués comme appareil médical. Et maintenant, on a cette combinaison. Et maintenant, enfin, ça peut commencer. Mais le problème, c'est que si on continue comme cela, en 5 mois que 300 patients, dans l'espace de 3 ans, on ne va arriver nulle part. Il faut vraiment qu'on s'assure de pouvoir continuer avec les expériences. Et la personne responsable de l'expérience a dit, il nous faut du temps. Ils n'essaient même pas de recruter des patients. Ils disent, on va regarder ce qui se passe. Mais en fait, on devrait avancer beaucoup plus vite. On parle quand même d'un potentiel de 3 millions de patients qui pourraient profiter de cannabis médicinal. Et bien sûr, il y a l'expérience qui est bonne parce que ça peut être quelque chose qui ouvre les portes, mais entre-temps, les patients n'ont pas de remède. Ils se trouvent toujours dans la même situation qu'avant et ils sont toujours considérés comme des criminels, comme s'ils fumaient un joint dans la rue. Donc pour les patients en France, on n'a toujours pas de solution. Lorsqu'ils utilisent du cannabis médicinal, ils sont obligés d'aller devant le tribunal, ils doivent payer ils reçoivent une sanction. Donc, dans la branche de la santé, il n'y a pas d'informations claires. Personne ne sait ce qui est en vigueur. Il n'y a personne qui forme les policiers. Les policiers n'en savent rien. Qu'il y a des patients qui utilisent ou qui doivent prendre du cannabis médicinal. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours vraiment très triste. Il y a toujours quelques possibilités. J'essaie d'abréger un petit peu. On fait partie de l'UE. Avec une ordonnance française, on peut normalement aller dans les Pays-Bas. Une pharmacie des Pays-Bas pour aller chercher du cannabis. Mais bien sûr, c'est le rodéo. Il faut aller voir le médecin à Strasbourg. Ensuite de Strasbourg, on se rend par la frontière aux Pays-Bas. On revient avec son cannabis médicinal. On passe d'abord par la frontière allemande, puis par la frontière française. C'est pas si facile que ça. Et puis, il faut bien sûr de l'argent. Tout un chacun ne peut pas se le permettre. Et notre solution, c'est pas une bonne solution. Jusqu'ici, il faut cultiver soi-même la plante. Et pour les patients, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, ceci concernant le cannabis médicinal. Et maintenant, j'aimerais en venir à un autre phénomène qui est également très intéressant en France, la branche CBD, qui forme aussi une partie du puzzle dans toute cette histoire. En 2014, j'ai publié un produit, le Cannabis. C'est une cigarette électronique, un vaporisateur avec CBD. Et nous l'avons mis sur le marché comme vaporisateur de chanvre. Le problème, c'était que les autorités ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils ont dit, du cannabis, c'est quelque chose d'illégal. Donc, 3 mois plus tard, après qu'on avait introduit la chose officiellement, la police s'est trouvée devant la porte. Et maintenant, je suis devant le tribunal. J'ai donc un litige avec le gouvernement. Récemment, nous étions devant la Cour de justice européenne. Vous l'avez peut-être lu dans les nouvelles. Mais je reviens en arrière. Après l'année 2015, il y a eu le phénomène que le CBD a surgi. La fleur n'était pas encore là. Et en 2018, il y a eu la fleur. Les premières fleurs de CBD qui existaient à Paris, c'était merveilleux. Les personnes faisaient la queue devant le magasin. Le magasin d'à côté se plaignait des gens qui faisaient la queue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ont fait un communiqué officiel. Il s'agissait de lutter contre les drogues. Ils se sont retrouvés avec le
Premier ministre et ils ont ensemble développé une stratégie pour lutter contre le comportement addictif et les drogues. Ils disaient, bon, on n'a pas le droit d'avoir du THC, mais du CBD, ce qui est bizarre parce qu'il y avait ces études. Mais le problème avec le cannabis, c'était que après le premier verdict, nous avons tenté le recours. Nous avons prié le juge de s'informer auprès de la Cour de justice européenne. C'était un grand dilemme. Il n'y avait pas de cas précédent. Le juge était assez courageux pour s'informer auprès de la Cour de justice européenne et eux, ils ont décidé en notre faveur car le produit était produit donc en République tchèque et comme on l'a importé en France, ils ont dit bon d'accord, lorsqu'un produit est légal dans un autre pays membre de l'UE, on peut l'importer dans un autre État membre. Donc ce qu'on avait fait était tout à fait légal. Et on nous disait on peut profiter de toutes les parties du chanvre, car en France, on dit souvent on peut profiter du cannabis, mais que des graines et des fibres, et alors qu'en l'UE, on peut utiliser le produit entier. Donc ceci concernant l'aspect légal. Ce qui fait que maintenant, pour les producteurs de CBD, de dérivés de CBD, dans un État membre de l'UE, il est tout à fait légal de l'importer en France. Vous pouvez donc accéder au marché français, même si le produit ne peut pas encore être enregistré. Ce qui fait un peu bizarre, car depuis un an, les supermarchés vendent de l'huile CBD, des chewing-gums aussi. Indépendamment de la situation de novel food et suppléments diététiques, on essaie de parvenir à une nouvelle loi. Et on dit tous les produits dérivés de CBD seront admis, sauf les fleurs. On a environ 1000 shops de fleurs. Et on a d'autre part aussi les magasins de tabac, 14 000 en tout, qui vendent aussi des fleurs en CBD. Et ces fleurs aussi feront l'objet d'une procédure pénale. Mais là, il s'agit de beaucoup d'argent. Il y aura certainement encore une lutte. Il n'y a pas de réglementation comme en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Le Luxembourg et la Belgique, là, on peut obtenir des fleurs de CBD de façon légale. Et juste à titre de complément, après cette histoire de cannabis, la Slovaquie a légalisé le cannabis en 2021, car autrefois, c'était pas légal. Merci de votre attention. Bonjour, je suis venue pour vous raconter une histoire complètement différente. Moi, je viens de l'Afrique du Sud, de Johannesburg. J'y suis née, j'ai grandi en Afrique du Sud et j'aimerais vous raconter maintenant que l'Afrique aime le cannabis aime l'Afrique. J'ai eu beaucoup d'investissements dans la branche du cannabis. Je vous montrerai cela à la fin de la présentation. En début d'année, nous avons créé un fonds d'investissement et nous l'avons offert à différentes entreprises internationales. Par exemple, Juicy Field, qui nous ont dit « Venez donc en Europe » et maintenant on les aide, on les soutient, on les encourage. Problème technique. Bon, c'est bon. Alors, l'entreprise de Juicy Fields, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme innovante. Une plateforme qui travaille avec l'e-growth. Ils vont chercher de l'argent, ils vont se rendre dans différents pays du monde. On les a menés en Afrique du Sud où ils ont investi dans un agriculteur, cultivateur. Il y a des accords de commerce internationaux. Pourquoi l'Afrique du Sud est aussi intéressante?
À 1 heure de mon domicile se trouve le berceau de l'humanité et à part cela, nous avons de nombreuses espèces qui viennent de l'Afrique. Des espèces qui existent déjà depuis des centaines d'années. Lorsque les Européens sont arrivés en Afrique du Sud, il y avait déjà une tribu d'indigènes qui l'utilisaient, qui l'appelaient Dara. Ça vient de la langue Khoi. Et l'Afrique du Sud est vraiment la raison pour laquelle Dara, à l'époque, avait été interdit. Donc l'Afrique du Sud est un marché très intéressant. On a quelqu'un parmi nous du Zimbabwe, comme j'ai entendu. Et maintenant, il y a quelques fêtes de mon côté. Bob Marley, en 1980, lorsque le Zimbabwe est devenu indépendant, il a chanté la chanson Legalize It. C'était il y a 40 ans et maintenant, enfin, cela se passe. L'Afrique du Sud a 60 millions d'habitants, un grand commerce avec le cannabis. Et il y a quelques années, l'Interpol a dit que l'Afrique du Sud produit un quart du cannabis de tout le monde. En 2018, cela a été décriminalisé, dépénalisé. La culture s'est passée devant le tribunal administratif, constitutif, pardon, et le gouvernement a dit on va les légaliser dans l'espace de 2 ans. Après est arrivé le Covid. Maintenant, on est un petit peu dans le pays de personnes entre la légalité et l'illégalité. Mais on a presque 2 millions de personnes qui vivent du cannabis. C'est une plante qui est cultivée dans l'économie de subsistance. Les parents montrent aux enfants comment on cultive le cannabis. Des familles toutes entières en vivent. Le climat est idéal. Pour cela, on a 9 mois de soleil. On a un bon sol. On a beaucoup de terrain, beaucoup de sol libre. On a beaucoup d'expérience par rapport à ces plantes. Des savoirs d'il y a des siècles, et ce sont vraiment des conditions idéales. Maintenant, où nous situons-nous sur le marché? New Frontier a publié des données par rapport à cela récemment, mis à part le tabac, le cacao, le sucre. L'Afrique du Sud est un bon producteur car nous avons des coûts très bas. Nous produisons le THC de façon légale. Et nous croyons que dont le monde a besoin, c'est de la qualité. Nous produisons du cannabis d'une très grande qualité depuis des siècles. Et ce sont des licences qui sont attribuées. Ça, je peux encore dire quelque chose concernant nos producteurs. Le prix est un point important et je peux le dire. Étant quelqu'un qui vient de l'Afrique, le prix va vraiment baisser lorsqu'il s'agit de biomasse et des fleurs. Et le 4e point, c'est la qualité conséquente qu'on peut mettre à disposition à ce prix. Et je crois qu'on est en mesure de pouvoir le faire. Les plus grandes livraisons légales du monde entier viennent d'Afrique du Sud. Peut-être que vous avez entendu parler de l'anomalie d'Afrique du Sud que vous trouvez en Amérique du Sud et Afrique du Sud. Il y a beaucoup de rayonnement ionisant et cela aide pour la culture du THC. Ce chanvre ici a été cultivé à Kapstadt. 80% THC. Pardon, 28% THC. Il faut énormément d'électricité pour la culture intérieure, donc l'empreinte digitale CO2 est plutôt mauvaise. Il y a quelques années, il y avait même eu un Tech Talk à ce sujet. C'est pour cela qu'on a décidé de se rendre en Afrique du Sud, parce que là, les conditions climatiques sont meilleures. Dans l'Afrique du Sud, il y a des substances qui ont été saisies qui ont moins de 600 mg. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'ordonnance. Avec plus de 600 mg, on peut l'acheter sur ordonnance. Donc, pour plus de 600 mg, il faut une ordonnance. Et le ministère de la Santé a émis 30 licences pour des entreprises de culture. Pour l'instant, ce n'est qu'un marché d'exportation parce qu'on ne peut pas encore l'acheter. L'Afrique du Sud fait partie des PICS,
Donc, pour l'exportation partout dans le monde, en principe, on peut le faire. On est certifié. On a une bonne infrastructure pour la production pharmaceutique. Il y a une lutte entre les gens qui veulent que le cannabis soit libre et les régulateurs qui souhaitent réglementer ce qui se passe. Et nous, de l'Organisation du commerce du cannabis en Afrique, nous et d'autres organisations luttent devant un tribunal contre cette limite des 600 mg. Et nous sommes malheureusement toujours dans le néant. Malheureusement, en Afrique du Sud, les choses ne fonctionnent pas trop bien, ne sont pas trop bien organisées. C'est pas comparable avec l'Europe. Beaucoup de personnes cultivent eux-mêmes parce que la Constitution le permet de cultiver tant qu'on veut ou peut. Tant qu'on peut le faire, on peut cultiver à la maison. Si vous dites je me tricote des chaussettes de chambre, aucun problème, vous pouvez le faire. Nous avons de petites installations qui deviennent de plus en plus grandes, mais nous avons aussi des installations qui sont petites, des agriculteurs issus de la branche des fraises ou des myrtilles et qui commencent maintenant par le cannabis. Pure Holding, ils ont aussi une souche de fleurs d'Afrique du Sud en bas à droite. C'est une installation qui a été créée pour le cannabis et Juicy Fields, ils investissent dans cette installation en tunnel avec installation de ventilation et comme ça on obtient cette valeur de 28%. Voilà, vous avez vraiment du sable comme à la plage. Cela nous donne une qualité merveilleuse et tout le monde le cultive, mes amis, tous. Tout le monde cultive ces plantes. Le CBD, on l'a partout, même sur la pizza, le café. Mais récemment, les autorités de santé ont dit, sur la base d'une discussion parlementaire, que le cannabis n'avait pas de plus-value. Ça, c'est une chose que l'Office fédéral de la santé a dit. C'est incroyable. Bien sûr, on a aussi des produits innovants, par exemple les inhalateurs contre la maladie de l'asthme. Là, il peut y avoir du THC dedans. Il y a différentes formulations. Certains contiennent des substances traditionnelles africaines. Vous connaissez aussi la médecine traditionnelle chinoise, mais ça existe aussi en Afrique du Sud. Voici les shops desquels j'ai parlé, donc partout dans le pays, dans les centres commerciaux, nous avons de tels magasins. C'est un énorme marché et nous appelons ces shops Cannaborian. Nous pensons que c'est vraiment la solution de l'avenir et au mois de septembre, il y aura même un cas sur la législation de ces lounges. Venez nous voir à Kapstadt. On fait du très bon vin. Et très bientôt, vous pourrez aussi goûter un peu de cannabis fait main, issu d'Afrique du Sud. C'est très intéressant de pouvoir faire en sorte que deux mondes se rejoignent. On a les activistes et les consommateurs, et puis on a les professionnels. Ils doivent se rejoindre pour se professionnaliser. Et certains de mes prédécesseurs sur scène ont déjà parlé du fait que c'est une branche où il y a encore plein de choses à faire, système d'irrigation, etc. Pas seulement pour les personnes qui cultivent à la maison, mais aussi pour les grands. Il s'agit de construire une marque. Et pour construire une marque, il faut avoir de l'argent et beaucoup de temps. Et nous, on dit, on doit profiter de la force qu'on a dans notre région. Et je suis sûre que c'est la même chose en Colombie. On regarde ce qu'on a, ce dont on a besoin et comment on peut servir. Notre plus grand problème, c'était l'accès au capital. Je crois qu'il faut cela dans l'industrie du chanvre. Il faut vraiment des installations de traitement. Et c'est mon dernier slide. Voilà
quelques éléments que j'ai appris grâce à ma coopération avec Juicy Feeds. Il n'y a pas de réglementation harmonisée. L'exportation vers l'Europe n'est pas si simple. On va aussi regarder l'Australie et l'Israël. Là, il y a différents pays, Malawi, Zimbabwe, qui viennent de distribuer 70 licences. Il y a aussi des pays avec une infrastructure plus riche et les préférences des clients de différents pays se distinguent d'un pays à l'autre. En Australie, les vapors sont plus permis, la branche ne fonctionne plus. Comment eux, est-ce qu'ils vont vendre leurs produits? Je ne sais pas, je l'ignore. En Afrique du Sud, les vapors fonctionnent. Mais comment est-ce que maintenant le cannabis peut être absorbé par le corps? Il nous faut de nouvelles solutions. Bien sûr, on peut le rendre aussi disponible que possible et cela cause un problème. On entend de tous les côtés, les médecins ne sont pas formés et ça doit changer. Il y a actuellement énormément de mouvements. Le stigma social qui est lié au cannabis, il est toujours là, mais ça change. Et bien sûr, le marché illégal au Canada, aux États-Unis, est toujours grand. 80% du cannabis au Canada provient toujours du marché illégal. Pourquoi on devrait aller à un endroit légal si on peut trouver un produit semblable sur le marché illégal? Mais nous espérons que l'Afrique du Sud va sortir bientôt un master plan et qu'on sentira que c'est une nouvelle branche qui peut avoir un succès. Nous, on essaie d'être là. Merci. So thank you very much. I'm actually from the south part of Switzerland, from Ticino. Un grand merci. Moi, je viens du Tessin, du sud de la Suisse. Les 3 dernières années, j'ai participé à un projet en Colombie et me voilà maintenant ici. Je représente la Colombie. Je parlerai vite pour qu'on puisse encore discuter un petit peu. C'est pour cela que je vous donne que le cadre juridique, les avantages en ce qui concerne les licences, les défis par rapport à l'exportation. On a des ressemblances avec l'Afrique du Sud et juste pour le dire, je travaille pour une entreprise, c'est Bonicola Holdings, et le portefeuille comporte une entreprise qui s'appelle le Gunaves. Mais j'essaierai d'être indépendant. Si je dis le mot Colombie, quelle est la chose qui vous vient à la tête? Pensez à la Colombie. Normalement, les gens disent « Ah, les drogues ». Et la vérité, c'est que malheureusement, on souffre d'une image très négative. Il y a eu énormément de violence, mais ce n'est plus le cas maintenant. C'était plutôt dans les années 80. Aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement a tenté d'introduire des lois pour qu'ici, de façon réglementée, on puisse profiter de la culture de certaines substances. Et déjà en 2017, il y a eu une loi. Et malheureusement, cette loi, cette idée de la vente de la fleur comme produit final ne pouvait pas être intégrée à la loi, mais on a limité une valeur de THC 1%, comme la Suisse et l'Uruguay. Et nous savons qu'aux États-Unis, il y a 0,3. Donc, il y a une certaine tolérance face à la plante. On souhaite ouvrir un nouveau marché. Et sous cette pression, car nous savons que le marché des fleurs est toujours un grand marché partout au monde. Et sous cette pression, le 23 juillet 2021, le président a introduit une nouvelle loi selon laquelle on peut exporter les fleurs. Bien sûr, cela va durer encore un petit moment jusqu'à ce que la loi soit mise en œuvre en Amérique du Sud, mais on parle du fait que cela pourrait être le début. Eh bien, on est près de l'équateur, il n'y a pas de saison. Moi, j'avais une entreprise en Espagne avant de me rendre en Colombie. Et là, au mois de mars, on devenait toujours nerveux. On voulait savoir quand on pouvait sortir les plantes, début avril ou un peu plus tard, début mai.
Ensuite, on a encore une fois 3 jours de gel et toute la stratégie était partie. Donc, on est très orienté sur les saisons. En Colombie, nous avons l'avantage qu'on peut cultiver des boutures. Ensuite, on leur donne 12 heures de lumière de soleil par jour, en plus 6 heures de lumière artificielle. Et peu importe le mois, on peut mettre ces boutures sous une serre et cela nous donne énormément de flexibilité. On parle aussi d'une lumière très forte qu'on a. Souvent, on a jusqu'à 2000 par lumière et ce sont des images issues de notre projet. 2600 mètres. On a vraiment d'altitude, on a vraiment toutes les zones climatiques, des plages jusqu'à la ville du printemps éternel, jusqu'à 2300 mètres. On a aussi des nuits où il fait froid, donc on a tout. Et c'est bien d'avoir un climat où il fait froid la nuit, car il y a beaucoup d'animaux nuisibles, de parasites qui sont tués par le grand froid. Mais on voit aussi qu'on a donc la mer et les dimensionnements très grands, comme ici, ce tunnel qu'on peut installer sans problème. Les fleurs premium qu'on sèche pour les exporter vers l'Europe, on peut les cultiver dans des serres de haute technologie. Donc de construire cette entreprise, c'est facile. Il se réjouissent déjà de $800 par mois. Donc c'est un site un peu différent par rapport au prix. Je reviens sur le sujet de la durabilité. On a besoin de très peu d'électricité en comparaison avec d'autres pays. Quels sont les acteurs les plus grands? Vous avez peut-être déjà entendu Clever Leaves. Ils sont dans le Nasdaq. Ils ont une capitalisation du marché de 224 millions. C'est très difficile d'exporter dans cette phase. Ensuite, Chiron, qui sont également présents au Royaume-Uni et en Europe. Pharmaciello, plutôt sur le marché canadien. Et Blueberries, avec une capitalisation de 14 millions. Donc, pas si grand que cela. Mais il y a plus de 1000 licences qui ont déjà été accordées et que 50 sont vraiment bien financées avec plus de 1 million. Il y a l'association colombienne de producteurs licenciés, l'Asso Colcana, qui ont également un site web. Maintenant, quels sont les défis les plus grands? La loi n'admet qu'on produise que des dérivats, des distillats, et si on veut aller dans des pays où on dit, bon, jusqu'en 2021, on va vendre des centaines de millions, pourquoi est-ce que cela n'est pas arrivé? Eh bien, parce que la qualité pose un problème. Pour arriver dans une pharmacie allemande, par exemple, il faut que vraiment on remplisse les standards. Et Clever Leaves et une autre entreprise étaient les deux seules entreprises qui ont réussi. Donc même avec la certification EU-GMP, c'est pas si facile d'arriver en Allemagne. Il faut encore l'homologation pour chaque pays et c'est pas si facile de l'obtenir. De l'autre côté, il y a aussi de nombreuses activités pour protéger les marchés locaux. Le Canada a récemment fait un constat comme quoi il souhaitait créer de l'emploi et on ne pourra jamais importer de produits moins coûteux qu'on essaie d'exporter soi-même. Et si on a demandé une licence d'exportation pour exporter des fleurs vers l'Allemagne, il faut 3 jours pour obtenir la licence. Et pour les licences d'importation pour le Canada, on attend toujours, donc il n'y a pas d'espoir actuellement. Quels sont maintenant les enjeux? Peut-être que vous savez que Uruguay était le premier pays qui en 2013 a adopté une loi. Entre-temps,
Paraguay, Mexique et d'autres pays sont entrés sur la scène. Au Mexique, on veut admettre l'utilisation pour des adultes. En Uruguay, ça met encore du temps. L'autorisation du Parlement se fait attendre et jusqu'à ce que le produit puisse arriver dans les pharmacies, cela a mis 4 ans. Ça va un petit peu dans la direction de ce que nous racontait Viola. Actuellement, il y a énormément de possibilités au niveau local. Donc l'idée d'arriver dans les pharmacies allemandes s'est avéré impossible, mais ce sera peut-être le deuxième pas. Mais des pays comme l'Uruguay, ils essaient d'exporter au Brésil. Et le Brésil va maintenant permettre la prescription de médicaments sur base de cannabinoïdes. Et l'administration du passionate use, mais ils ne permettent toujours pas la cultivation. Là, des synergies pourraient être créées avant d'arriver dans les pharmacies en Allemagne, ce qui semble être le Graal sacré chez nous. Il faudra d'abord regarder sur place en Amérique du Sud et obtenir un petit peu de pratique sur le terrain. Voilà. Donc on a vu l'Italie, France, Afrique du Sud, Colombie et maintenant nous aimerions ouvrir le dialogue. Ce matin, je suis allée sur Google Tendances. Il montre où se trouvent les tendances les plus récentes. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un système pour voir ce que recherchent les personnes sur Google. Je sais que c'est très petit, mais ces derniers 90 jours, le cannabis a surtout été cherché aux États-Unis et Puerto Rico et au Canada, mais cela change rapidement. Le nombre le plus haut de recherches, c'était les festivals cannabis, une conférence à Las Vegas, c'est ce que recherchent les gens sur Google. C'est assez fascinant de le regarder, car cela montre où réside le volume. C'est en fait beaucoup plus intéressant que mes slides de finance que je montre normalement. Et lorsqu'on passe du cannabis au cannabis médicinal, le numéro 1 n'est plus le Canada, mais Jersey, où il y a très peu. On a changé la loi, on a une population plus petite, mais là, tout est en train d'exploser. Ensuite, Malte. Ensuite, il y a encore des recherches par rapport à la biologie, etc. Et je pense qu'il faudrait également mentionner que le Canada a encore 1,1 milliard de grammes qui ne sont pas encore vendus. Et cette petite ligne ici en bas, c'est ce qu'on a vendu. Et la grande partie, c'est la partie qu'on ne peut pas vendre parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. J'ai des amis de Vancouver Island qui vendent des petits lots de très grande qualité, mais les grandes installations, souvent, doivent brûler leur production car la qualité n'est pas au rendez-vous. Je vois que Viola est frustrée de cela quand elle entend qu'il y a une telle surproduction, un excédent, parce que les gens en Italie n'acceptent pas le cannabis médicinal. Mais c'est ainsi que cela se présente dans le monde. Je l'ai dit, c'est le Graal. Les plans business. Depuis 20 ans, on entend cela. Tout le monde dit on veut conquérir le marché allemand parce que là, il y a la croissance. Ce n'est pas le cas. 10 tonnes par an qui sont importées. Et bien sûr, c'est un marché sympa. On est d'accord. Toute l'Europe regarde vers l'Allemagne, mais ce n'est quand même pas cette courbe à laquelle tout le monde s'attend. Ce serait vraiment erroné de penser cela. Et je me concentrerai toujours sur l'offre locale, essayer de devenir plus grand, essayer d'apporter de nouvelles idées, être innovant, car on ne doit pas oublier, et c'est ce que Viola a déjà dit,
les personnes viennent, le International Control Board et aussi l'examen par l'OMS. Ça a mis très longtemps jusqu'à ce qu'on ait un constat concernant le CBD. Actuellement, on dit toujours que l'exportation n'est possible que pour des fins médicales et des fins de recherche. Donc, l'utilisation récréative n'est toujours pas permise. Cela reste un fait. On a toujours cette convention qui est en vigueur. Sébastien a un master en sciences agricoles. Il est très fort et il est très actif dans la recherche. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de nouveaux cannabinoïdes, du CBD-THC synthétique. C'est quelque chose de nouveau. La pharmacie préfère les formes synthétiques parce qu'elles sont stables, sans pesticides, sans résidus. La biosynthèse joue un rôle. Tous les mois, il y a une nouvelle entreprise qui offre de le faire à base de tequila, à base d'autres substances. Ils veulent faire des milliards avec. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose, mais finalement, il y a aussi des personnes qui ont besoin de l'expérience de Viola. Il faut qu'on regarde le patient. Est-ce qu'il y a des innovations quant à la biodisponibilité, par rapport à la posologie, par rapport à l'administration? Chaque mois, quelqu'un a un nouveau brevet de nanotechnologie, mais personne ne sait si cela va fonctionner ou pas. Bon, voilà pour ma présentation. Maintenant, on a encore des questions et des réponses. Viola, est-ce que toi, tu veux dire encore quelque chose? Après avoir entendu tout cela des autres pays, les litiges en France, comment les pays français en profitent, ensuite la Colombie, l'Afrique du Sud, quel est ton avis? Ça, c'est une question très floue que tu as posée. Ce que je peux dire, c'est que les expériences d'Italie qu'on a faites, eh bien, les médecins aimeraient prescrire du cannabis. 85% des prescriptions qu'on a, c'est des huiles. Pourquoi des huiles? Parce qu'une capsule, un comprimé va dans le corps et on ne peut plus adapter la dose. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais les fleurs, même si je sais que ça va un peu contre ce que tu as dit tout à l'heure, les fleurs sont toujours importantes. Et même si la pharmacokinétique lors de la consommation orale est tout à fait différente, par exemple dans l'administration de cannabis en cas de douleur aiguë ou si on a besoin d'une substance dans un délai bref, c'est une bonne possibilité, mais les médecins préfèrent prescrire les huiles. Ce que je peux dire, c'est que dans des pays qui sont plus conservateurs, et il ne faut pas qu'on oublie le Vatican, c'est de notre pays. Des pays comme les pays européens qui sont très conservateurs, très religieux, là, l'idée, c'est que la même chose que la mafia a apporté dans le pays, de prescrire cela aux patients, c'est pas très attrayant. Donc, ils préfèrent leur administrer les gouttes. Le comprimé doit être prescrit, mais si on ne reçoit pas le même cannabis tous les mois, si on n'a pas la continuité dans les soins, on ne sait jamais ce qu'on a. Et c'est impossible, là, pour les comprimés, d'assurer une continuité. Est-ce que c'était plus ou moins ce que... Bon, les gélules, c'était pas les comprimés, mais les gélules. Oui, je voulais juste faire 2 commentaires. Dans un des panels avant, quelqu'un a parlé de lifestyle, de bien-être, wellness. Et c'est vrai que cela manque complètement encore lorsqu'on discute du cannabis. Dans nos cannaboriums qu'on a à Johannesburg, on a tout un coin où on a des aliments qui sont vendus comme produits médicaux
Et notre publicité dit « Ah bah, c'est bien de prendre le cannabis pour les mêmes maladies chroniques, mais si on a par exemple une mauvaise alimentation, si on ne fait pas de sport, si on consomme beaucoup de sucre, ça n'aide à rien. On ne va toujours pas faire de progrès. » Et je connais beaucoup de personnes, et je ne dirais pas qui ont guéri leur cancer, mais qui ont pris du cannabis comme traitement pour accompagner. Et en plus, ils font du sport et consomment du cannabis et cela a changé leur vie. Ensuite, on a également parlé des cannabinoïdes rares tout à l'heure et c'est quelque chose sur quoi on se concentre également en Afrique du Sud. Il existe des tribus en Afrique du Sud avec une teneur très élevée en THCV qui disent que THCV, c'est bien pour couper la faim et pour traiter le diabète. Bien sûr, il faut encore beaucoup de recherches à ce sujet, mais éventuellement, si cela pouvait devenir une composante d'aliments, mettons la barre de chocolat qui coupe faim ou qui vous fait perdre du poids, ce serait génial. Donc là, peut y avoir encore beaucoup d'évolution. Sébastien, je suis d'accord avec Cliff. Le sujet du cannabis médicinal. On a trop à faire à les idées conservatrices et s'il y a quelque chose qui bouge, enfin, il y a une nouvelle branche. Donc le CBD ferait le chemin en France. Aujourd'hui, on va en France et tout un chacun qui va dans un magasin de tabac voit les fleurs, voit les huiles. Donc il y a cette offre de produits. Ce qui serait bien aussi dans le domaine médical. Il y a des tinctures, il y a des gélules, il y a des fleurs. Il y a bien sûr aussi les vaporisateurs. Et je vois tout cela. Ça apporte cet aspect de style, de vie, lifestyle, bien-être. Et ça peut changer l'attitude de la société au cours du temps. Le cannabis médicinal rentrera encore plus dans la conscience des personnes et les personnes vont avoir une attitude différente. J'aimerais encore dire une chose. La formation des médecins, c'est une chose, mais les cannabinoïdes ne sont qu'une toute petite partie. Comment on peut changer le système? Tu viens de nommer des merveilleuses possibilités qui pourraient être les premiers pas lorsqu'on reçoit un massage. Ça fait augmenter le taux de certaines hormones. Lorsqu'on va faire du footing, cela fait monter le taux d'endorphine. Et c'est un mix d'endorphine et d'endocannabinoïdes. Et c'est merveilleux que tu l'aies nommé, car hier, donc on a parlé du THCV, comment on peut l'employer pour des problèmes de métabolisme. Il y a encore tant de choses à faire. Tout d'abord, il faut comprendre la plante et dépasser la question des fleurs. En haut, j'ai vu des capsules avec des flaminoïdes qui sont toutes nouvelles. C'est une petite branche pharmaceutique à l'intérieur d'une plante et notre boulot, c'est de comprendre quel est le potentiel, comment le tout fonctionne et comment on peut en profiter. En même temps, cela est important pour nous de voir, de mieux comprendre comment fonctionnent ces endoflavonoïdes. Et le cannabis ne fait pas seulement partie d'un scénario plus grand de ce qui est en fait la médecine réelle. La médecine préventive devrait travailler avec cela, car si on doit guérir, on arrive déjà trop tard. Et ça, c'était vraiment un bon point que tu as nommé, qu'il faut connaître le système endocannabinoïde. Si quelqu'un pouvait publier un test, ce serait merveilleux. On parle de médecine personnalisée. Au Mexique, quelqu'un a fait un test ADN cannabis. Ils prennent l'ADN et on peut tester comment le métabolisme
traite le cannabis s'il y a des problèmes de schizophrénie et quels sont les produits qu'on devrait prendre et quels on ne devrait pas prendre. Et si on fait cela de façon aussi personnalisée, il y a peut-être aussi moins de maladies chroniques qui pourraient surgir par des manques dans le corps, dans le système endocannabinoïde. On devrait mieux comprendre ce système endocannabinoïde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On nous indique qu'on devrait venir à la fin car les interprètes n'en peuvent plus. Je dois dire encore quelque chose, ça existe déjà. On doit mesurer la teneur et on sait qu'il y a des écarts individuels. Il y a des personnes qui supportent mieux certaines choses que d'autres, mais c'est une histoire très longue. Dernier commentaire avant de repasser la parole au modérateur. Après une pandémie, on a tous un peu d'équilibre intérieur. Et pour les endocannabinoïdes, il s'agit de l'homéostase, d'un équilibre. Bien sûr, les patients doivent venir en premier lieu, mais tout le monde a besoin d'un équilibre intérieur, donc on en a besoin tous. Regardons cela sous l'angle positif. Bon, moi, je suis votre équilibre intérieur. Bonjour. J'aimerais vous remercier toutes et tous. C'était merveilleux d'entendre vos présentations et d'entrer en matière. Stéphane, vous l'avez déjà dit, il faut vraiment qu'on respecte les horaires. Les interprètes font ici un boulot incroyable et certains d'entre vous ont écouté et se seront rendus compte que c'est vraiment très difficile de suivre lorsque tout le monde parle aussi vite. J'aimerais maintenant ouvrir la plénière. Est-ce que vous avez des questions du public ? Veuillez tout simplement lever la main. Des questions? Osez. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec tes questions. Oui, bien sûr. À ce moment-là, on continue. Peut-être que nous, on peut encore faire un dernier tour. Bon, je vous dirai lorsque vous devrez arrêter. Encore une fois, Viola. Moi, j'aimerais raconter une histoire. Moi, par exemple, j'ai la grande chance de pouvoir travailler avec des personnes qui, ces dernières années, ont trouvé ces nouveaux endocannabinoïdes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une nouvelle d'un de ces scientifiques. Il m'a dit: j'ai pensé que je fais de la science pour aider les patients, mais j'ai trouvé ce forum en ligne où il y avait toutes ces personnes des États-Unis, mais je ne sais pas comment, mais ils ont isolé le THCB et il avait vraiment peur parce qu'il a dit il l'a testé sur des animaux potentiels médicaments contre la douleur, car c'est beaucoup plus intense, mais en même temps, il a dit qu'il avait de grandes réserves. Il a dit, bon, on n'a pas réussi à comprendre vraiment cette substance, et maintenant, il y a un forum Internet, plein de gens qui le testent sur eux-mêmes. Donc, quelque chose qu'on doit vraiment assurer ici, c'est que pendant que la science évolue, nous devons être prêts, préparés. À ce que, sur certaines évolutions, on parvienne à des extraits hautement concentrés qui ne sont peut-être pas bien modulés dans l'application. Pensons à l'Amérique du Nord. Il y a des médecins qui prescrivent des choses, mais normalement, on n'obtient rien des pharmacies. Donc, on va aller quelque part dans une droguerie et on va dire « Oui, c'est bon ce que je te donne. Tu peux prendre ça. » Et ça peut amener des problèmes. Même si maintenant, de ma part, ça peut paraître très catholique, on devrait penser à ce fait que c'est une merveilleuse plante, mais qu'elle présente aussi des qualités qui ne sont pas encore contrôlées. Et actuellement, on fait un petit peu comme si on était le bon Dieu. Il faut qu'on fasse preuve de prudence.
parce que ça peut se renverser. Oui, effectivement, il y a un autre cas encore, il faut savoir exactement quel est le dosage. Il faut savoir ce que chaque cannabinoïde fait comme effet, quel est le produit auquel on a affaire, et puis il faut bien emballer le tout, le marquer, le labelliser. Et en Afrique du Sud, on a affaire à des situations où les personnes peuvent bien sûr cultiver des choses à la maison. Ils font des expériences, ils s'échangent avec leurs voisins, ils ne le marquent pas bien, ils ne l'emballent pas bien. Ensuite, vous avez des enfants qui ont accès à ces produits. Donc là, quoi qu'il arrive sur le marché, il faut l'accompagner avec responsabilité. Absolument. Je voudrais juste revenir là-dessus. Je vois ça avec tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Il y a toujours 3 mois et à chaque fois qu'on veut améliorer la chose, on s'éloigne de la standardisation, la qualité est différente et on ne sait plus ce qu'on produit. Ça, c'est vraiment un sujet. Et après tant d'années, sur un marché illégal, la qualité, c'est vraiment le b.a.-ba si on souhaite légaliser le tout. Est-ce que toi, Sébastien, tu veux avoir la dernière parole? Oui, je voulais juste rajouter, comme Viola l'a dit, il y a tant de substances dans la plante, les terpènes influencent le goût. Et là, on arrive au sujet aliments, boire et manger. Là, les terpènes sont utilisés. Et le chocolat, par exemple. Là aussi, les endorphines. Les personnes se sentent bien après avoir goûté le chocolat. Maintenant, on vend le chocolat avec CBD. Et il est intéressant de voir comment les substances du cannabis rentrent dans notre cycle de nutrition. Et peut-être que cela améliore notre alimentation. Oui, il y a un autre équilibre. On a aussi un autre profil au goût. Lorsque je me suis rendue à Prague l'autre jour, il y avait des sucettes et je les ai goûtées et rien ne s'est passé. En fait, ce que j'ai constaté, ce qu'ils avaient vendu, c'était que les nouvelles substances de goût. Moi, je viens d'Afrique du Sud. Vous connaissez le thé rooibos. Là, c'est un autre goût et une grande partie du monde ne connaît pas encore ces goûts.